Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. La crise de la Covid-19 a été un véritable catalyseur pour certaines tendances dans notre société, en particulier en matière de consommation de l'outdoor, c'est-à-dire tout ce qui se pratique dehors. Nous vivons un changement de paradigme très fort et nous assistons à des rebonds étonnants. Dans cette série d'émissions et d'interviews, nous voulons partager les savoirs et les expériences des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'une experte du marketing dans les secteurs du tourisme et des marques de sport avec une experte du capital immatériel des entreprises, en particulier des marques, qui a donné naissance à cette balado-diffusion. Bonjour, c'est Armelle Solélac. Bonjour, c'est Ariane Favier. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évaluation du capital immatériel d'une marque. Pourquoi, quand et comment l'évaluer pour mieux piloter son capital marque. Pour ce faire, nous partirons à la rencontre de Jérôme Julia, senior partner chez Kea et président de l'Observatoire de l'immatériel, afin de voir concrètement comment il accompagne les entreprises pour les aider à rendre leur marque forte et singulière vis-à-vis de celles de leurs concurrents. Alors Ariane, pour faire short and switch, est-ce que tu peux nous faire un rappel des fondamentaux de l'évaluation du capital immatériel d'une marque, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, Armelle. Le capital immatériel d'une marque s'évalue à travers trois grandes dimensions. Il y a tout d'abord le potentiel et la singularité de la marque, la protection de la marque et le déploiement de la marque sur Internet. Au démarrage de l'histoire d'une marque, il s'agit en fait de trouver un nom sous lequel les produits et ou services de l'entreprise seront connus et distingués des concurrents. Dans tous les cas, ce signe doit être évidemment disponible. Il est donc nécessaire que la marque n'ait pas déjà déposé pour une activité similaire, par exemple. De même, la marque ne doit pas créer de confusion avec une entreprise concurrente. Il est donc important de faire une recherche d'antériorité auprès de l'INPI, puis d'y déposer sa marque. Il est également possible de déposer et protéger sa marque à l'international, évidemment. Ensuite, il est fondamental de bien différencier les catégories de marques entre elles. Une marque produit, ce n'est pas une marque label, ni une marque corporate. Et elle n'est pas forcément une marque Internet non plus. Donc, il faut vraiment savoir de quelle marque on parle. De même, il faut savoir reconnaître l'impact d'un marché sur la valeur d'une marque, parce que tous ne leur confèrent pas une valeur supplémentaire. Par exemple, l'implication du consommateur dans la marque est en effet différente selon les secteurs. Et puis enfin, donc la marque doit être distinctive, singulière. C'est-à-dire qu'elle ne peut être générique ou désigner simplement le produit. Par exemple, une marque chaise, bureau, voiture. Enfin, la terminologie de la marque ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public et ne doit évidemment pas tromper le consommateur. Par exemple, ne pas mentionner le mot France dans la marque alors que les produits ne proviendraient pas de France. Il faut savoir qu'il est courant d'évaluer la valeur d'une marque lors d'une transaction, car les marques sont reconnues par les normes IFRS comme actifs incorporels devant figurer au bilan. Mais il est également possible, et même souhaitable, d'effectuer un travail d'évaluation extra-financière à chaque étape de vie d'une marque. Par exemple, au moment où on pense ou on repense sa communication, lorsqu'on développe de nouveaux services ou de nouveaux produits, ou que l'on retravaille sur sa stratégie. Ça sert, par exemple, afin de mesurer, entre autres, des indicateurs qui vont être liés à la notoriété, la réputation, l'influence ou les valeurs véhiculées par la marque pour, in fine, mieux piloter sa communication et les investissements marketing qui en découlent. Merci beaucoup Ariane pour ces éclairages. Alors pourquoi et comment évaluer le capital immatériel d'une marque ? C'est ce que nous allons voir en détail avec notre invité du jour. Bonjour Jérôme Julia. Jérôme, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en 2 minutes, nous parler de ton parcours et détailler la mission et les actions de l'Observatoire de l'immatériel dans lequel tu es président ?
Oui, bonjour Ariane, merci. Alors effectivement, je suis un praticien de l'entreprise. J'ai commencé dans le conseil il y a 25 ans. Je suis senior partner dans un cabinet qui s'appelle Kea Partners, qui est un partnership indépendant, qui est devenu entreprise à mission début de 2020, qui est focalisé sur le conseil aux directions générales, qui réalise un peu moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, avec 200 personnes en France et 500 en Europe. J'ai un parcours dans l'entreprise. J'ai travaillé un petit peu chez L'Oréal, chez PricewaterhouseCoopers, et j'ai rejoint cette aventure Kea qui fête ses 20 ans cette année. Et effectivement, j'ai la chance de présider l'Observatoire de l'immatériel depuis 2014. L'Observatoire, c'est une communauté d'acteurs économiques, universitaires, politiques, qui promeut une certaine vision d'une entreprise européenne durable. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qui est respectueuse de la singularité des entreprises, qui est surtout portée par les hommes et les femmes des entreprises. Donc c'est une sorte de think tank qui a été fondée en 2007, et c'est une plateforme de réflexion pour co-développer des méthodes pour mieux identifier, mieux comprendre, mieux mesurer, mais surtout mieux s'occuper de toutes les formes d'actifs immatériels conçus comme des ressources de création de valeur, d'attractivité, de résilience, de singularité des entreprises. Alors je reviendrai peut-être sur la définition ou des exemples de ces actifs, mais l'idée c'est pas simplement j'insiste peut-être là-dessus, pas simplement de les matérialiser et d'y mettre des indicateurs, mais c'est surtout de faire en sorte que ce soit un sujet stratégique, un sujet commercial, un sujet de management, comme une manière pour les entreprises de survivre, d'attirer des ressources, de défendre un price premium, de gagner des parts de marché, etc. Donc on est très tourné vers l'action et donc pas uniquement vers la conceptualisation et la théorie. Voilà, comme disaient certains de nos partenaires, il s'agit pas simplement de théoriser le goût des fraises ou d'essayer de le décrire. Il s'agit de les goûter, ces fraises. Donc on est très tourné vers l'action, et donc c'est d'ailleurs notre cercle regroupe beaucoup de praticiens d'entreprise également. Est-ce que tu peux nous préciser ce qu'on va regarder et évaluer quand on parle de la mesure du capital immatériel d'une marque? Alors tout à fait. Alors ce qui est intéressant quand on regarde l'immatériel, c'est qu'on s'attaque et le nom même immatériel le montre, à une dimension qui a été peu investiguée parce que mal mesurée en comptabilité, et donc qui est définie un peu par la négative. Alors comme le disait Ariane, parfois nous sommes dans une transaction, dans une vente, dans une due diligence, obligés de regarder parce qu'il faut la valoriser. Il faut valoriser ce qu'on appelle le goodwill. Donc c'est tout ce qui est pas dans les comptes et qu'il va falloir quand même mettre dans un prix d'acquisition. L'enjeu, c'est de faire en sorte, l'enjeu de l'immatériel, c'est d'effectuer un inventaire permanent. C'est comme si on devait en permanence calculer un goodwill. Alors, par rapport à la marque, le message clé, c'est de dire que parfois, certains ont pu considérer que la marque était le principal capital extra-financier. En fait, nous, ce qu'on regarde, c'est l'ensemble des sous-jacents de la marque. C'est tout ce qui crée de la valeur, qui est peut-être moins visible, qui se traduit à un moment donné dans une promesse client, dans un territoire de marque, dans un logo, dans une identité graphique, dans du design, mais qui est sous-jacent. Donc il y a 3 grandes catégories d'actifs. Il y a des actifs humains, donc c'est toutes les compétences, les savoir-faire distinctifs, ça peut être la culture d'entreprise, les mythes, l'histoire d'une entreprise, et qui fait qu'elle est distinctive. Donc c'est tout ce qui reste un peu dans la tête des salariés à la fin de la journée. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est le capital organisationnel. Donc là, c'est tout ce qui reste dans les murs de l'entreprise à la fin de la journée. Donc c'est les procédures, les manières de faire, les modes de gouvernance, là aussi des savoir-faire distinctifs dans la manière de fonctionner. Et puis le troisième élément, qui est peut-être même encore plus important que les deux autres en taille, c'est tout ce qui relie une entreprise à ses environnements, ses écosystèmes. Donc on y trouve naturellement le capital client, le fonds de commerce, mais aussi les relations avec les fournisseurs, avec des partenaires, avec peut-être des autorités de régulation, et on y met volontiers des éléments autour de la marque. Voilà. Et en fait, ce qui crée de la valeur, ce sont l'ensemble de ces actifs-là au service d'une marque, qu'elle soit en B2C, en B2B, ou j'allais dire en marque blanche, parce qu'en fait, même s'il n'y a pas de marque, ces sous-jacents sont bien là, ils existent bien, et ils interagissent les uns avec les autres.
C'est ce qui caractérise un petit peu une marque forte. D'ailleurs, quand on parle de personnalité de marque et d'ADN, est-ce que tu peux un petit peu nous préciser de quoi il s'agit? Oui, alors en fait, une personnalité, je pense, c'est un terme intéressant. Ça s'applique à une entreprise comme à un individu. Le point de départ de la réflexion sur l'immatériel, c'est justement de travailler sur la singularité. C'est être capable de à la fois faire un petit peu de mimétisme, donc c'est-à-dire vérifier son positionnement concurrentiel par rapport à ses concurrents, faire du benchmarking. Donc il faut une dose de mimétisme, mais je dirais il faut faire un tiers de mimétisme et 2 tiers de singularité. Surtout se concentrer sur ses forces. C'est presque du bon sens. C'est essayer d'augmenter ses points de force avant d'essayer de passer trop d'énergie à essayer de corriger ses faiblesses. Donc là, ça s'applique à une marque. Alors aujourd'hui, tout est marque. Hein, tout le monde veut peut-être une marque. Alors on parle des entreprises, mais on pourrait parler des partis politiques, avec un nouveau parti politique qui a été encore lancé ce week-end avec Édouard Philippe. Les leaders, les États, les clubs sportifs, les artistes, les influenceurs, les personnes elles-mêmes veulent devenir des marques, ou sont des marques. Mais en fait, une marque, elle a besoin d'être nourrie. Elle peut pas constituer une rente, et elle répond à un cahier des charges précis, unique, qui permet à une entreprise, en l'occurrence, qui la porte, de survivre et de se développer. Donc là, en fait, il s'agit d'aller sur ces sous-jacents, ces catégories d'actifs. Et la question, c'est comment l'entreprise parvient ou pas à faire passer ces actifs distinctifs dans un territoire ou dans un imaginaire de marque, mais aussi potentiellement dans une promesse client, dans une promesse employeur, dans sa raison d'être, dans son offre, dans son positionnement prix, voilà, dans tous les éléments qui la caractérisent. Donc c'est ce caractère distinctif vient du fait d'aller travailler sur ces sous-jacents de la marque. Alors la bonne nouvelle, c'est que ces sous-jacents, ils sont bien là, ils sont bien présents, pour peu qu'on aille les chercher. Si je prends un savoir-faire distinctif n'a peut-être pas été décrit, processé, explicité dans une fiche de poste, dans une procédure, dans un document qui sert à la formation ou la transmission de ce savoir-faire, n'empêche qu'il est bien là. Vous prenez un savoir-faire dans une chaîne de production, un régleur de machine, il a un savoir-faire, il sait, parce que ça fait longtemps qu'il travaille avec cette machine, il travaille avec des fournisseurs, il travaille avec des équipes. C'est peut-être là aussi non documenté et non processé, et n'empêche qu'il faut aller chercher ce savoir-faire. Et c'est ce tour de main qui va permettre à l'entreprise d'avoir une proposition de valeur attractive. Donc on retrouve parfois des éléments assez spectaculaires sur les métiers rares ou sur les expertises. Je pourrais citer toute une série d'exemples dans le monde industriel, mais c'est vrai naturellement aussi dans les services. Alors, tu as détaillé quelles étaient les composantes de la personnalité d'une marque. T'as pas précisé l'histoire d'une marque, qui me semble être aussi un facteur important. D'ailleurs, il existe des marques patrimoniales. Est-ce que tu peux nous parler un peu de leur capital immatériel ? Oui, alors le rapport à l'histoire est important. Si on remonte en 2006, le rapport Lévy-Jouillet sur l'importance de l'immatériel dans l'économie française avait déjà mis en évidence des richesses abstraites de la nation française et des entreprises avec des institutions comme le Louvre et la Sorbonne. Et ce rapport, qui a fait date, a montré l'importance des actifs dans la compétitivité des pays matures, c'est-à-dire ceux forts d'une histoire, d'une culture, d'un potentiel de connaissances. Justement, un bon exemple de notre difficulté à penser la création de valeur se retrouve souvent dans notre rapport à l'histoire. Certains chefs d'entreprise vont volontiers puiser dans les racines, dans les origines, pour en faire une proposition de valeur, pour en faire un facteur d'attractivité. L'immatériel sous-jacent à la marque, c'est en quelque sorte un fil tendu entre le passé, le présent et l'avenir. Et donc l'appréhension du passé devient essentielle pour que l'immatériel constitue un guide et un moteur pour l'action humaine.
malheureusement, qui s'intéresse encore à l'histoire aujourd'hui? Certaines entreprises en font des musées, ou on a beaucoup de chefs d'entreprise qui, mandatés par les actionnaires, souhaitent renverser la table, trouver un nouveau business model, remettre l'entreprise sur la ligne d'un nouveau modèle, parce que c'est un effet de mode ou parce que il y a l'attractivité d'acteurs digitaux, par exemple. Pourtant, l'histoire doit être vue comme une ressource, pas forcément à sanctuariser ou à conserver telle quelle, mais c'est bien une ressource qui doit inspirer et dans laquelle la proposition de valeur de l'entreprise doit se construire. C'est un récit qui est parfois non formalisé, qui reste écrit et oral, mais qu'il faut pouvoir transmettre. Alors c'est vrai dans des entreprises à gouvernance familiale, mais c'est vrai dans n'importe quel type d'entreprise, quel que soit leur actionnariat, quelle que soit leur gouvernance. Et donc là, il s'agit de puiser dans les mythes, dans les savoir-faire distinctifs dont je parlais tout à l'heure, et faire œuvre un peu de mémoire ou de sélection sur certains éléments clés qui doivent être retenus. Voilà. Je pense que les entreprises qui gagnent aujourd'hui, elles sont en partie des entreprises qui font cette œuvre de mémoire et qui sont idéologiques d'une certaine manière. C'est-à-dire qui construisent consciemment ou inconsciemment leur propre personnalité au fil de l'histoire, et c'est ça qui nourrit leur différenciation. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même beaucoup de conditions de succès. C'est qu'il faut une forme d'authenticité. Il faut pas essayer de ressembler à un autre, sinon on tombe un peu dans dans le brand washing ou dans le purpose washing ou dans singularity washing, c'est on se prend pour un autre. Il y a un aspect aussi d'activer en permanence ces éléments distinctifs pour être résilient, pour faire en sorte d'avoir une trajectoire, je dirais, qui est plus à la Volkswagen qu'à la Kodak. Il faut aussi que ces éléments patrimoniaux et historiques soient incarnés, que la marque soit habitée par les leaders, par les gens. Généralement, ces actifs distinctifs sont partagés, ils sont co-construits même avec les salariés de l'entreprise, mais aussi avec les clients qui ont une part de voix dans ce champ de singularité. Quand par exemple la Poste avait touché à son logo, et bien tout de suite ça a fait réagir des milliers de personnes en France qui ont dit qui se sentaient en tout cas dépositaires de l'identité de la Poste et de son histoire. Voilà. Et puis autre élément important, c'est que cette singularité, elle est souvent en résonance, elle se définit pas uniquement aux bornes, aux frontières de l'entreprise, elle est en résonance avec des écosystèmes, des territoires, des filières. Si je prends des entreprises de mode ou d'habillement comme Maison Le Jabi ou Repetto, que vous connaissez sans doute, en fait, les actifs qui ont fait l'imaginaire de marque, ils sont liés à une histoire, à une présence locale, à des savoir-faire qui sont territoriaux, et ou à une filière ou à un univers, et ce n'est pas ces acteurs, aussi vivaces soient-ils, qui le définissent eux-mêmes, ils le font avec d'autres, et donc il faut être capable aussi de construire ça en partenariat, en alliance avec d'autres acteurs. Durant la pandémie, on a pu constater que il y avait une flambée de demandes au niveau des marques technologiques, que ce soit dans le détail, le divertissement, les services. Comment, en période finalement un peu particulière, comme les 2 dernières années qu'on vient de traverser, comment les marques d'outdoor, elles peuvent tirer leur épingle du jeu? Quels sont leurs leviers? Est-ce que tu as des exemples justement sur ce capital immatériel? Il y a un certain nombre d'acteurs qui ont été très très touchés dans l'outdoor par ce qui s'est passé au cours des derniers mois, et l'immatériel qui est sous-jacent à la marque sert un peu à quiller le navire et nourrit une certaine résilience. Donc pour une entreprise comme la construction navale, dans la construction navale comme Beneteau, les facteurs de résilience et de diversification
sont multiples. On peut y trouver des actifs humains. Donc il y a l'histoire et les racines en Vendée, par exemple. La culture qui est restée très PME, j'allais dire très en proximité, avec à la fois la communauté des salariés, mais aussi les clients et les fournisseurs. Donc je dirais une ambiance très entrepreneuriale, très très chaude, qui a permis de garder tout le monde à bord, y compris dans les temps difficiles. Il y a aussi toute une série d'actifs organisationnels de Beneteau qui sont très puissants, naturellement la gouvernance familiale depuis 3 ou 4 générations, un centre des décisions qui a été conservé dans le berceau d'origine, des centres de formation aussi, donc ils en ont ouvert un en Vendée il y a une petite dizaine d'années. Et cet ancrage vendéen confère au groupe des actifs relationnels incomparables, qui font aussi l'attrait de la marque, au-delà de cette image de technicité, d'innovation et aussi de respect de l'environnement. Donc les relations avec l'écosystème local, où là par exemple Beneteau est membre fondateur du pôle de compétitivité MC2, est également important. Tout ce maillage, ces actifs que je viens de citer, permettent à un moment donné à un groupe de rebondir. Si je prends un autre exemple que je connais bien, que tu connais aussi Ariane, la Compagnie des Alpes, donc qui est leader dans les domaines skiables et les parcs de loisirs. Là, on a des savoir-faire qui sont composés de capacités de planification territoriale, d'exploitation un peu customisée de chacun des sites. Et naturellement, la passion et l'engagement des collaborateurs, un portefeuille de marques et de sites très qualitatifs, une capacité historique qui était liée même avec la Caisse des dépôts et consignations à rassembler les gens, à développer des écosystèmes territoriaux, à penser un séjour de bout en bout, avec des transporteurs, avec des foncières, avec d'autres acteurs dans les loisirs ou dans leur même filière, et puis la création de contenus et de concepts de loisirs hautement performants. Donc là aussi, malgré des sites qui ont été fermés pour des raisons évidentes, ça permet à la Compagnie des Alpes de rebondir. Je pourrais citer leurs concurrents ou confrères sur en Vendée, également qui est bien connu, et ben là aussi qui puise ses racines dans la Vendée, qui permet aussi de mobiliser des bénévoles. C'est toujours un petit miracle chaque année d'avoir des bénévoles qui au Puy du Fou, puisqu'il s'agit d'eux, se mobilisent et participent à l'expérience client, etc. Pour cela, c'est beaucoup d'actifs distinctifs qui sont nourris en permanence et qui font effet au moment où il faut se mobiliser pour soit passer à un moment critique, soit augmenter et accéder à une expérience client de haute qualité. On voit de plus en plus d'entreprises socialement responsables. Est-ce que cet engagement contribue à faire fructifier le capital immatériel de leur marque? Et si c'est le cas, de quelle manière? Je dirais que d'une certaine manière, la pensée de l'immatériel et la pensée écologique œuvrent de concert. Mais il me semble que la première présente un avantage décisif sur la deuxième, c'est-à-dire que au lieu de présenter une vision inspirante et excitante du changement, souvent les approches idéologiques classiques se focalisent sur ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, dit autrement, la responsabilité environnementale a souvent focalisé l'attention sur les externalités négatives dans une approche un peu culpabilisante de l'entreprise. Penser l'immatériel, c'est voir la société et les acteurs économiques en plein et non pas en creux. C'est plus une voie d'espoir, de responsabilité et pas une critique par analogie ou une sorte de culpabilité rétrospective. Le message n'est pas de décroître ou de restreindre notre présence sur Terre, mais c'est de mieux exploiter et de mieux faire vivre ce que nous produisons de mieux, nous, êtres humains et organisations telles que les entreprises. C'est du savoir-faire, c'est des liens entre les humains, c'est aussi des modes de gouvernance participatifs, c'est du collectif. Et donc, il s'agit, comme je disais tout à l'heure, pas d'être moins mauvais, mais de donner le meilleur de soi-même. Donc, si on considère différentes dimensions de la responsabilité, puisque la question porte sur les entreprises socialement responsables, donc si je prends les 4 dimensions, me semble-t-il, de la responsabilité, le pouvoir, le temps, le collectif et l'équilibre. En matière de pouvoir,
l'immatériel doit permettre d'éviter un rapport de domination et aller vers un principe de réciprocité. L'immatériel, c'est avant tout s'occuper des porteurs de cet immatériel et de faire en sorte de reconnaître les contributions individuelles ou collectives à la croissance d'une entreprise, à sa compétitivité. Donc, en matière de pouvoir, c'est avoir une approche qui est plus transversale, qui peut aller vers, par exemple, de l'actionnariat salarié ou en tout cas une place des parties prenantes dans la gouvernance. C'est le but même des entreprises à mission au sens de la loi Pacte, mais je dirais qu'une entreprise, même sans travailler sa raison d'être ou devenir entreprise à mission, sans être une société de l'économie sociale et solidaire, peut déjà reconnaître ses porteurs d'actifs et étendre la notion de pouvoir. Sur la deuxième dimension, sur le temps, on en a un petit peu parlé déjà avec l'histoire, l'immatériel sous-jacent à la marque induit un rapport différent au temps. C'est une alternance des temps. Le temps court parce que l'immatériel est très réactif. On peut tout de suite faire repartir une machine comme je l'illustrais avec les parcs de loisirs. Mais ça produit aussi au-delà des effets immédiats qui sont produits sans investissement très lourd, c'est aussi un rapport au temps long, parce que l'immatériel permet cette réappropriation du passé, une préparation de l'avenir, une alternance des temps et des rythmes, une accélération, voilà, une exploitation de l'instant propice. Donc c'est un rapport au temps qui est sans doute plus apaisé, plus intelligent. Le troisième pilier de la responsabilité, la notion de collectif, également, elle est revisitée par l'immatériel, parce que en fait est responsable celui qui associe ses intérêts particuliers et les intérêts collectifs de son écosystème et la recherche du bien commun. L'immatériel, il est facteur d'inclusion, de connexion entre chaque acteur et il permet de faire corps autour d'un socle de capacités communes. Donc ça agit un peu comme une boussole, comme un aimant qui donne du sens, qui permet d'attirer les ressources. Et puis enfin, l'équilibre, la notion d'équilibre, c'est qu'en fait l'immatériel est assez frugal. L'entretien et l'exploitation de l'immatériel dépendent essentiellement de l'énergie et de l'intelligence que les hommes et les femmes voudront bien lui consacrer. Et parce qu'il est très incarné, il ne nécessite pas un haut niveau d'énergie. En fait, il ne s'use que quand on ne s'en sert pas. C'est bien des effets réseau, c'est une caractéristique de ces actifs sous-jacents. Donc voilà, donc sur ces différentes dimensions, pouvoir, temps, collectif, équilibre, c'est les entreprises qui font fructifier le capital immatériel de leur marque permettent de créer, se laissent la possibilité de créer une différence sur leur marché, d'attirer davantage de ressources et de valoriser leur différenciation. Merci beaucoup Jérôme Julia d'avoir été notre invité pour cet épisode et merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Nous aurons le plaisir de nous retrouver pour le prochain épisode avec un invité prestigieux issu d'une station de montagne française tout aussi prestigieuse. Pour nous soutenir, nous vous invitons à mettre 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme de diffusion de podcast et bien entendu, vous pouvez partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à cette balado-diffusion sur votre plateforme favorite. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.